Mercredi gouvernemental, le Conseil des ministres a décidé des conditions de commercialisation du soja au Bénin. Bien d'autres décisions aussi sur les zones économiques spéciales, la rocade de Porto Novo et Seme City à Ouidah. Législative 2023, 6 partis politiques ont obtenu leur passeport pour compétir, sauf NFN débouté et les démocrates en recours constitutionnel. On fait le point dans ce journal. Le gouvernement est en grand oral devant le Parlement. Les ministres défendent leur budget sectoriel 2023 pour tenter d'emporter l'adhésion des députés. Bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous d'information de la télévision nationale. Mercredi gouvernemental, je l'ai annoncé en titre, le Conseil des ministres a décidé des conditions de commercialisation du soja au Bénin. Autres dossiers examinés, les zones économiques spéciales, les travaux de la rocade de Porto Novo, les premiers bâtiments de Seme City à Ouidah, mais d'autres dossiers également. Suivons ici l'intégralité avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre-Ngwedji. Le président de la République, M. Patrice Talon, a conduit les travaux du Conseil des ministres de ce mercredi 16 novembre 2022, au terme duquel les décisions suivantes ont été actées. Au chapitre des mesures normatives. En point 1, conditions de déroulement de la campagne de commercialisation 2022-2023 du soja. Il s'observe depuis quelques années une augmentation appréciable de la production du soja qui génère des revenus importants au profit des acteurs et des retombées significatives pour l'économie nationale. C'est dans cette dynamique que la présente campagne de commercialisation s'ouvrira le 24 novembre 2022 dans la commune de Banté et s'achèvera le 30 juin 2023. Elle se déroulera sur la base d'un prix plancher d'achat aux producteurs fixé à 190 francs CFA pour tenir compte des recommandations des acteurs. Aussi, le Conseil rappelle-t-il aux producteurs la nécessité de respecter les bonnes pratiques afin de garantir la qualité des produits. Les ministres concernés veilleront à l'application de la réglementation pour l'exportation des produits au cours de cette campagne de transition qui constitue la dernière avant l'entrée en vigueur de l'interdiction d'exportation des graines de soja non transformées à compter du 1er avril 2024. En point 2, approbation des statuts de la Société civile immobilière du port de Cotonou. Le centre des affaires maritimes est à construire à proximité du port de Cotonou. Prévu au programme d'action du gouvernement, le complexe accueillera l'ensemble des opérateurs portuaires dans un cadre moderne, fonctionnel et adapté à leurs besoins. La construction de ce centre permettra notamment de améliorer la fluidité des opérations portuaires et la célérité d'enlèvement des marchandises. Regrouper sur un même site tous les acteurs opérant dans l'import-export sur la plateforme portuaire et créer un cadre de travail plus convenable pour l'ensemble des intervenants. Désengorger le port de Cotonou et gagner de l'espace dans l'enceinte portuaire. Accroître les capacités opérationnelles des terminaux. En vue d'assurer l'administration et la bonne gestion du complexe permettant d'atteindre les objectifs assignés, le Conseil a marqué son accord pour la création, par le port autonome de Cotonou, de la société dénommée Société civile immobilière du port de Cotonou. Enfin, au titre d'autres mesures normatives, il a été adopté le décret portant transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi fixant le régime des zones économiques spéciales en République du Bénin. Au chapitre des communications, en point 1, travaux confortatifs et complémentaires autour de la rocade de Porto Novo. Après une évaluation de l'ensemble des projets d'infrastructures routières en cours dans la ville de Porto Novo, il a été identifié des travaux confortatifs et complémentaires ci-après pour en optimiser les effets positifs. Le prolongement de la rocade du carrefour Agata au carrefour Podo sur un linéaire de 2,350 km en 2 fois 2 voies.
Cette section établit ainsi la jonction de la rocade avec la route Ouadon, Adjara, Médédianou, Porto-Nouveau en cours de réalisation. Les travaux complémentaires de la zone de bas-fond allant du PK 0 plus 850 au PK 1 plus 250 de la section 1 sur un linéaire de 400 mètres. L'aménagement de clôture à clôture des trottoirs jusqu'à la limite des riverains sur environ 6 km. Les travaux d'assainissement et d'aménagement de voiries diverses dans le quartier de Danto. C'est donc pour en assurer l'exécution que le Conseil a autorisé la contractualisation avec l'entreprise qui a déjà réalisé les principales composantes des infrastructures. En point 2, mission de maîtrise d'œuvre complète du projet de construction des premiers bâtiments de Semecity à Ouida, phase 1. Il est à rappeler que Semecity est un projet du gouvernement qui répond au besoin de promouvoir le développement d'une économie du savoir et de l'innovation pourvoyeuse d'emplois et de richesses. Sa mise en œuvre implique la création d'un cadre approprié et attractif pour plusieurs types de partenaires. Ceux-ci concernent les écoles et universités, les laboratoires et centres de recherche et les incubateurs d'entreprises innovantes. Ils intègrent également les communautés d'étudiants, de chercheurs, d'enseignants, de professionnels, d'entrepreneurs et d'investisseurs béninois et internationaux. S'agissant des programmes de formation, de recherche et d'entrepreneuriat, plusieurs franchises et partenariats sont déjà effectifs avec des écoles de grande réputation, notamment Epitech France, l'École polytechnique fédérale de Lausanne, l'École de design Nantes Atlantique, Sorbonne Université, le groupe des écoles centrales. La présente mission s'inscrit dans le cadre du démarrage imminent des travaux de construction des premiers bâtiments de Semecity sur le site de Ouida, pour lesquels un groupement de cabinets réputés a été retenu. En point 3, mise en affermage de 3 stations de traitement des boues de vidange pour le compte de la Société de gestion des déchets et de la salubrité. À l'issue d'un séminaire gouvernemental qui s'est tenu le 20 octobre 2020 sur le secteur de l'assainissement dans notre pays, il a été demandé au ministre du Cadre de vie et du Développement durable de trouver les voies et moyens pour améliorer et moderniser la gestion des eaux usées en soutien aux nombreuses actions engagées en matière d'assainissement pluvial et urbain. Depuis lors, 2 stations de traitement des boues de vidange ont été construites dans les communes de Semepoji et d'Abomey-Calavi et une 3e est en cours de construction à Parakou. En vue de leur gestion optimale, il a été retenu de recourir à une délégation de services, les infrastructures demeurant le patrimoine exclusif de l'État, mais exploitées par un opérateur privé expérimenté. Il s'agit donc d'un partenariat public-privé faisant l'objet d'un cahier de charges précis. Ainsi, l'entreprise sélectionnée exploitera les stations en affermage contre des redevances. En point 4, compte rendu de la formation des bénéficiaires de bourses pour le master et le diplôme d'études spécialisées en anesthésie-réanimation et attribution de nouvelles bourses. L'évaluation, courant 2018, des besoins en ressources humaines du secteur de la santé a révélé un déficit et une répartition non équilibrée du personnel de santé dans les formations sanitaires sur l'ensemble du territoire national. C'est pour inverser cette tendance que le Conseil des ministres avait autorisé, lors de sa séance du 10 juin 2020, l'attribution de 30 bourses aux jeunes médecins et infirmiers diplômés d'État ou sages-femmes non agents de l'État pour leur formation respectivement en diplôme d'études spécialisées, DES, à la Faculté des sciences de la santé, FSS, et en master option anesthésie-réanimation à l'Institut national médico-social INMES de Cotonou. Prenant acte du compte rendu qui renseigne que tous les boursiers ont été sélectionnés et inscrits dans ces écoles où ils ont achevé avec succès la première année de formation, le Conseil a marqué son accord
pour l'octroi de 30 nouvelles bourses à raison de 20 pour la formation de master en anesthésie-réanimation et 10 en DES dans la même discipline. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé la participation du Bénin à la conférence mondiale sur l'éducation et la protection de la petite enfance à Tachkent, en Ouzbékistan, du 14 au 16 novembre 2022, aux réunions annuelles de l'Organisation interafricaine du café, du 14 au 18 novembre 2022, à Lomé, au Togo, au sommet Innovation Africa 2022, du 16 au 18 novembre 2022, à Lusaka, en Zambie, puis à la 18e conférence des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie, les 19 et 20 novembre 2022 à Djerba, en Tunisie. Enfin, au chapitre des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées. Au ministère du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale, directeur adjoint de la planification, de l'administration et des finances, M. Ousmane Issa Boukaïla, au ministère de la Justice et de la Législation. Directeur de l'École de formation des professions judiciaires, Mme Bernadette Kodjovi Hundekanji. Après avis du Conseil supérieur de la magistrature, à la chancellerie, au cabinet du ministre, messieurs Claude Dieudonné Moncho, Zéphirin Agassounon, à l'inspection générale des services judiciaires, inspecteur, messieurs Eloge Akpo, Emmanuel Opita, Antoine Edakende Dahoué, à la direction de la protection juridique et judiciaire de l'enfance, M. Herbert Solevo, dans les juridictions, Cour d'appel de Parakou, procureur général, M. Maouillon Thomas Dassi, Cour d'appel d'Abomey, conseiller, Mme Eudoxie Akwavi Marie-Christiane Akakpo, Cour spéciale des affaires foncières, président, M. Victor Fatinde, Cour des comptes, sur proposition de la présidente de la Cour des comptes, conseiller, Mme Danielle Seyinve Eliane Akovobaou, épouse Tohosi. Je vous remercie. On n'a pas fini avec le porte-parole du gouvernement. On reste avec lui sur la fatidique question du quitus fiscal, pièce inéluctable à la candidature aux législatives. Eh bien, cette pièce n'a pas fait l'objet de délibération au Conseil des ministres, mais convoqué dans les échanges du porte-parole avec la presse accréditée à son point de presse. Y a-t-il une intervention possible du gouvernement dans sa délivrance en dehors des services fiscaux? On écoute Wilfried Léandre-Ngwedji. Lorsque la police républicaine déploie ses agents dans les rues pour verbaliser ceux qui brûleraient le feu tricolore ou qui iraient à une vitesse supérieure à celle recommandée sur les axes, personne ne trouve rien d'anormal à cela, ni qu'il s'agisse de complications ou de difficultés créées par l'exécutif. Lorsque dans la vie de tous les jours, de nombreuses entreprises demandent et obtiennent leur quitus fiscal pour participer à telle ou telle procédure, celles qui ne remplissent pas les conditions et qui ne l'obtiennent pas ne font pas croire que c'est le gouvernement ou c'est telle administration qui leur compliquerait la tâche. Lorsque les citoyens ordinaires, tous les jours, vont solliciter le bénéfice de telle ou telle pièce dans l'administration et aussi du quitus fiscal, puisque c'est de cela que vous parlez, ceux qui ne l'obtiennent pas, pour diverses raisons, forcément objectives, ne s'emploient pas à faire croire que c'est du fait du gouvernement qu'ils ne l'ont pas obtenu. Du reste, sur la liste du parti que vous avez évoqué, il me semble que, conformément à la loi, il devait y avoir 109 candidats titulaires
et 109 candidats suppléants. Le débat tourne, pour ce que j'en entends autant que vous, autour de 3 ou 4 potentiels candidats qui n'auraient pas obtenu leur quitus fiscal. Le débat, me semble-t-il, devrait s'arrêter de lui-même dès lors que sur la même liste, vous avez une ultra-majorité de personnes qui ont pu obtenir le quitus et une minorité qui ne l'a pas obtenu, laquelle minorité ne conteste pas par ailleurs, pour ce que j'entends et que je lis sur les réseaux sociaux, l'objectivité des observations de l'administration fiscale, et se serait même employé, paraît-il, à vouloir prendre des engagements pour procéder au paiement selon un échéancier de sa dette fiscale, ce qui veut dire que les dettes existent bel et bien. Dans un contexte où les citoyens béninois, toutes tendances confondues, toutes conditions sociales confondues, s'emploient de mieux en mieux à payer leurs impôts et taxes pour contribuer à la construction de notre pays, aux normes que nous souhaitons tous. Pourquoi voudriez-vous que dans ce contexte, quelques-uns s'exonèrent de leurs devoirs vis-à-vis de la République et veuillent faire croire qu'ils seraient victimes d'entourloupes ou de crocs en jambes d'adversaires politiques ou particulièrement du gouvernement? Le débat ne se pose pas. Donc, pour les 214 ou 215 candidats de ce parti politique, ni pour les 218 de tous les autres partis politiques qui auraient accompli leur devoir vis-à-vis de l'administration en payant leurs impôts. Donc, encore une fois, trêve de polémique. Attendons que la Sénat, qui en a la responsabilité, apprécie la recevabilité des dossiers des uns et des autres et nous pourrons être définitivement fixés sur qui a payé et qui n'a pas payé, qui est qualifié et qui n'est pas qualifié. Restons sur la question du quitus fiscal pour indiquer que 2 partis sont écartés de la course pour défaut d'obtention de leur quitus et donc n'ont pas pu accéder au récépissé définitif. D'autres partis, oui, 6 en tout. Et donc pour obtenir ces récépissés définitifs, ces partis ont dû effectuer une rude course au quitus fiscal dans les couloirs de la Direction générale des impôts. Une rude épreuve pour les partis politiques, vu qu'aucune dérogation ni moratoire n'a été accordée pour le quitus fiscal, pièce obligatoire à la candidature au scrutin législatif. Son défaut pour certains candidats a donc justifié la disqualification de leur liste. Les leçons qui s'imposent avec Lénaï Kawazao. Terminus. Ceux qui ont pu l'ont obtenu. Le fameux quitus. Le bon citoyen doit payer ses impôts, nous enseignent les cours de civisme au cours primaire. Une leçon qui sue vaut bien un quitus fiscal sans doute par les temps qui courent. Les prêtres des chapelles politiques, n'ayant pas pu obtenir le précieux sésame, que dis-je, le Graal, l'auront appris à leurs dépens. Durales, sedles. La loi est dure, mais c'est la loi. Et nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, stipule un autre principe juridique. Au compteur de la DGI sur les 8 partis politiques enregistrés par la Sénat pour prendre part au festin électoral qui inaugure l'année 2023, seuls ceux dont les candidats sont à jour dans les registres de l'administration fiscale pourront compétir. Être en règle vis-à-vis du fisc est donc un impératif dans un régime démocratique comme le nôtre. En la matière, aucune dérogation n'est possible, surtout pour ceux qui aspirent à siéger à l'agora des temps modernes. L'élu du peuple ne doit traîner aucune ardoise fiscale, surtout que sous nos cieux, le substantif député est toujours précédé du qualificatif mélioratif honorable. Acteurs de l'opposition comme de la mouvance auront retenu la leçon, certains candidats du camp présidentiel ayant été aussi recalés. Une pluralité prononcée du parti à la fête électorale qui pointe à l'horizon est souhaitable, mais hélas, la barrière du fisc n'a pu être franchie par toutes les formations politiques. Certaines d'entre elles vont devoir rebourser chemin si la haute juridiction ne donne pas un avis favorable à leur recours. La couleuvre sera difficile à avaler, la pilule amère. Puisse l'esprit patriotique guider les leaders des partis hors de la nasse de la Sénat et leur ôter toute velléité de troubles faits. Le Bénin reste un et indivisible. Aimer ce pays, c'est aussi préserver la paix. Contrairement au dernier scrutin législatif pour lequel le BR et l'UP, 2 frères siamois, étaient les seuls à parader,
On peut se réjouir de la participation cette fois-ci de 2 formations de l'opposition, en attendant la décision de la Cour constitutionnelle qui demeure sans recours. Il s'agit du parti FCBE et du MPL, le Mouvement populaire de libération. Si les démocrates, pour ne pas les désigner, n'obtenaient pas gain de cause, qu'ils soutiennent ces derniers pour l'expression de la vitalité démocratique du peuple béninois. Le dernier mot revenant aux citoyens électeurs. Examinons, faisons le point de la validation des candidatures aux législatives. Nous sommes au bout du délai. Ils sont donc 6 partis politiques à avoir obtenu leur récépissé définitif pour compétir. Le Bloc républicain, depuis le dépôt de sa candidature. Aujourd'hui, la Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, l'Union progressiste, le Renouveau UPR, Mouel Bénin, le Mouvement populaire de libération MPL et l'Union démocratique pour un Bénin, nouveau UDBN. Les démocrates sont en recours devant la Cour constitutionnelle. La nouvelle force nationale, elle, est déboutée dans son recours constitutionnel. Voici les réactions des différentes délégations des partis validés pour les législatives de janvier 2023. On les écoute. Nous l'avons promis, nous l'avons fait. Le MPL, les jeunes réunis au sein de ce parti ont promis, à présent l'heure a sonné. L'heure a sonné pour que tout le monde nous rejoigne, pour que nous achevons le combat que nous avons démarré. Très, très heureux. Vous savez, quand on est heureux, on danse. Nous allons danser du Agbadja, nous allons danser du Tipenti, nous allons danser du Zeni, nous allons danser d'Adjobo, nous avons dansé. Pas ici maintenant, mais nous danserons au lieu que nous allons choisir. C'est déjà la clé qui rentre dans la maison qui nous attend, dans le combat qui nous attend. Vous savez, on ne vendait pas cher la peau de l'UDBN. Le chemin a été long. Nous avons pris nos mesures pour connaître ce jour de joie, jour de fête. Donc nos impressions sont très bonnes. Nous avons aujourd'hui le trophée qui nous donne droit à participer au festin. Les élections législatives à venir seront au Bénin des moments de joie, des moments de fête, des moments qui prouvent la vitalité de la démocratie béninoise. Arriver à la Sénat, avoir son récépissé, je pense que ce n'est pas une chose facile. Mais en même temps, nous pensons que ça entre dans les habitudes. Que depuis ce jour-là, nous n'ayons pas reçu le quitus, ça a commencé naturellement dans les états-majors par inquiéter. Surtout les militants qui nous demandent mais pourquoi nous n'avons pas, vous avez dit que tout est propre et vous ne recevez pas le quitus. Surtout qu'on a annoncé qu'un des partis en compétition avec nous avait déjà reçu son quitus. Naturellement, à partir de cet instant, nous sommes demandés, pas que nous soyons inquiétés outre mesure, mais nous sommes demandés qu'est-ce qui se passe. Voilà, donc mais la Sénat était dans son agenda, dans son processus. Nous aurions pu alerter le monde, crier, tapager. Nous n'avons pas fait ça à la sérénité, sachant que de toutes les façons, nous recevrons ce quitus. Nous sommes déjà focalisés sur demain. Focalisé sur demain, apparemment, donc c'est scellé. 6 partis politiques sont en lice pour les législatives de 2023. Certes, les démocrates sont en recours devant la Cour constitutionnelle après la séquence de remise des récépissés définitifs aux partis en lice. Voici la réaction recueillie de Saka Lafia, président de la Sénat. Pour l'instant, c'est les 6. Les autres dossiers sont en étude. Parce que ces partis se sont référés à la Cour constitutionnelle. On attend que l'institution délibère et nous, on va se plier. Exit donc, la nouvelle force nationale NFN ne sera pas dans la course pour les législatives de janvier prochain. Le recours contre le rejet de sa candidature par la Sénat a été examiné par la Cour constitutionnelle. Voici un extrait de la décision rendue. On écoute le président de l'auguste institution, Razaki Amouda Issifou. Concernant Côte demeurant, l'analyse des éléments du dossier révèle d'autres irrégularités, dont notamment la violation de l'article 151 du Code électoral par la candidature au poste du suppléant de M. Madjidou Apana, né le 14 février 1999 et qui, à la date d'entrée en fonction des députés le 12 février 2023, n'aura pas encore les 25 ans d'âge requis. Le positionnement au titre des sièges réservés aux candidatures féminines du même Madjidou Apana, suppléant dans la 13e circonscription électorale,
un candidat de sexe masculin qu'au regard de tout ce qui précède, la liste de déclaration de candidature du parti Nouvelle Force Nationale mérite d'être rejetée. Considérant enfin que les questions de double candidature, de minorité de Madjidou Apana et de positionnement d'un homme pour le siège réservé aux femmes constituent des irrégularités irrémédiables que l'octroi d'un délai de 72 heures par la Sénat ne peut permettre de corriger au regard de l'article 41, alinéa 6 et 7 du Code électoral suscité, qui ne peut donc être fait grief à la Sénat d'avoir agi comme elle l'a fait. En conséquence, article 1er dit que la requête est irrecevable. Article 2 dit que la Cour se prononce d'office. Article 3 dit qu'en rejetant la déclaration de candidature du parti Nouvelle Force Nationale, la Sénat n'a pas violé le Code électoral. Et pour prolonger le point de cette séquence de validation et d'invalidation des candidatures aux législatives de 2023, nous recevons Rachidat Biomaman du desk politique de la rédaction. Rachidat, on retient finalement que 6 partis politiques obtiennent le passeport pour la compétition, sauf surprise au bout du recours des démocrates devant la Cour constitutionnelle. Ce recours suspend-il la phase de validation des dossiers de candidature pour les législatives? Bonsoir Ozias, vous faites bien de me poser cette question et j'imagine que les téléspectateurs aussi à la maison se posent cette question, mais vous le savez, nous sommes dans un cadre purement électoral. On va donc éviter, Ozias Sounouvou, de supputer et de s'en tenir exactement à ce que dit la loi. Alors que dit la loi, Ozias Sounouvou? En la matière, il faut dire que la loi électorale n'a absolument rien prévu, sauf si la Cour constitutionnelle, après avoir délibéré, évidemment, décide que les démocrates reviennent dans la course. Elle seule peut donc décider puisqu'elle est chargée du contentieux électoral. Et ajoutons, Ozias Sounouvou, que le recours des démocrates devant la Cour constitutionnelle ne suspend pas du tout les activités au niveau de la Cour, de la Commission électorale nationale autonome. Celle-ci continue, n'est-ce pas, de mettre en œuvre tout simplement son chronogramme tel que prévu. On avait prévu que vous expliquiez ce qui n'a pas marché au niveau de la NFN, la nouvelle force nationale, mais la Cour constitutionnelle vient de délibérer, on a vu sa décision. On va aller sur les démocrates. Je vous pose la même question que je voulais vous faire sur la NFN. Qu'est-ce qui n'a pas marché en vérité au niveau des démocrates? Alors, faut dire qu'au niveau des démocrates, Ozias Sounouvou, eux aussi, pour l'instant, on peut le dire, ils sont éliminés pour défaut de quitus fiscaux. 4 candidats du parti, présidé par l'ancien député Éric Mondeté, n'ont pas eu le quitus fiscal. Le précieux sésame, j'allais le préciser, pièce incontournable également pour la déclaration de candidature. Selon le point fait, donc, Ozias Sounouvou par l'administration fiscale du parti, les concernés doivent à eux seuls environ 1,5 milliard de francs CFA. Énorme somme, me diriez-vous. Énorme. Et comme nous avons entendu le porte-parole du gouvernement le dire, des négociations ont été ouvertes avec l'administration sans succès. Les démocrates se tournent eux aussi, comme la NFN, vers les 7 sages de la Cour constitutionnelle pour espérer prendre part au scrutin du 8 janvier prochain. Ils demandent donc Ozias Sounouvou à la Cour constitutionnelle notamment, 1, de constater la faute de l'administration financière qui n'auraient pas, selon leurs propos, notifié à temps les observations relevées à leur niveau. Elle aurait attendu 4 jours après la fin du dépôt des dossiers pour réagir. En sus, qu'est-ce qu'ils demandent à la Cour constitutionnelle? Ils demandent dans leur recours, n'est-ce pas, que la Cour constitutionnelle, que les 7 sages de la Cour constitutionnelle leur permettent de procéder au remplacement sur leur liste des 4 candidats au dossier incomplet par d'autres militants en possession du quitus fiscal. Ozias Sounouvou, on peut donc le dire, la décision ne devrait plus tarder, la décision évidemment de la Cour constitutionnelle, elle seule peut trancher, même si l'on sait que selon la loi, aucun changement de candidat ne peut s'opérer sur une liste électorale dès lors qu'elle se trouve aux mains de la Commission électorale nationale autonome, sauf en cas de décès et de doublon. Il est important de rappeler Ozias Sounouvou que, en fin de journée, le président donc du parti Les Démocrates, Éric Mondeté, s'est fendu d'un communiqué à travers lequel il appelle ses militantes et militants au calme, à la sérénité, respectueux des lois donc de la République. Les démocrates mettent maintenant
maintenant leur sort entre les mains de la Cour constitutionnelle. Voilà, on est soumis à la discrétion de l'auguste institution. Quelle est la suite immédiate du processus? Alors, la suite, Osias Sounouvou, il faut dire qu'après cette étape, l'on attend maintenant le tirage au sort du côté de la Commission électorale nationale autonome. Et c'est déjà demain. Bien voilà, c'est déjà demain, vous faites bien de le dire, pour le positionnement donc sur le bulletin unique des partis en lice. Et selon le calendrier, je le répète, cette activité est prévue pour demain, jeudi 17 novembre 2022. Et bien sûr, l'ORTB sera là pour informer les téléspectateurs. Je sais que vous faites la veille. Merci à vous, Rachida. Merci, Osias Sounouvou. Merci. Les Béninois iront donc voter pour 6 listes de partis le 8 janvier 2023 pour renouveler le Parlement. La 9e mandature est un Parlement de transition. Dans cet élément qui va suivre, nous vous proposons de nous intéresser au processus électoral en cours et aux réformes terreau-légales du futur Parlement. C'est sous la plume de Ricardo Loïc Pécou. C'est un Parlement de transition qui va s'installer en 2023. Il a un mandat de 3 ans et va déboucher sur les élections générales de 2026, lesquelles font passer à 5 ans le mandat des députés, à l'instar de celui du chef de l'État et des maires. Le processus électoral devant conduire à cette fin est en cours et la réforme trouve, selon plus d'un, tout son sens. On ne pourrait pas se permettre d'être perpétuellement en élection. Ces dernières années, chacun aura observé que tous les 2 ans quasiment, le Bénin était en campagne. Donc ça ne peut que ralentir la vie économique, perturber le travail, dans la mesure où la préance de la politique reste quand même assez forte. Donc c'est au fond une bonne idée que de décider d'une seule année électorale. Le président Talon a pu réussir ce défi-là de coupler les élections en 2026. Je pense que c'est relatif de tout le pays entier et c'est des réformes à saluer. Conformément à l'article 144 de la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin, le nombre de députés à l'Assemblée nationale passe de 83 à 109, dont 24 sièges exclusivement réservés aux femmes, à raison d'une femme par circonscription électorale. Autrefois source de polémique, les nouvelles lois sur la réforme du système partisan semblent désormais être acceptées par la classe politique. La 9e mandature présentera donc un nouveau visage. À partir du 8 janvier, nous devrions pouvoir déjà imaginer ou en tout cas voir de plus près à quoi ressemblera cette assemblée de transition qui n'aura qu'une mandature de 3 ans, au lieu des 5 qui sont désormais prévus au terme de la révision de la Constitution. Certainement, on aura plus de femmes dans la législature qui vient. Il y aura aussi de nouveaux visages. Je pense que c'est une législature qui sera plus ou moins jeune. Plusieurs listes sont en course pour le 8 janvier prochain. Absente au Parlement en 2019, l'opposition compte bien dire son mot. Mais il ne faudra pas oublier la question du quitus fiscal. Non seulement le quitus fiscal, mais probablement la déclaration des biens de tous ceux qui aspirent à occuper de hautes fonctions dans l'administration ou dans les institutions de notre pays. Vous ne pouvez pas rester devant l'État et l'État va continuer à vous payer. Donc je pense que c'est un travail qui devrait être fait en amont. Si ça n'a pas été fait, ça c'est ceux qui en sont victimes aujourd'hui ne pourront que s'en prendre à eux-mêmes. On ne pourra rien pour eux. Le défi est donc grand, aussi bien pour l'opposition que pour les partis de la mouvance présidentielle. Les élections sont prévues pour le 8 janvier 2023 et en attendant, le processus électoral se poursuit. À quelques semaines de janvier 2023, ça bouge déjà au sein des partis politiques. Bientôt, ces partis iront battre campagne dans les 24 circonscriptions électorales. Ariane Da Silva nous propose un zoom sur les 4 premières circonscriptions. Kandi, Malanville et Karimama composent la première circonscription électorale. Kandi, c'est 200 000 habitants de divers groupes ethniques qui se côtoient sur un territoire de 10 arrondissements établis sur 3 421 km². La commune de Malanville s'étend sur une superficie de 3 016 km². Elle est subdivisée en 5 arrondissements.
et Karimaman compte 37 villages et quartiers de ville qui constituent 5 arrondissements. Nombre de sièges, 4, dont un exclusivement réservé aux femmes. On retrouve Gogounou, Banikoara et Segbanan sur la liste des communes de la 2e circonscription électorale. Gogounou est étalé sur une superficie de 4 910 km² pour une population estimée à 120 000 habitants. Banikoara compte 10 arrondissements pour plus de 246 575 habitants. Et la commune de Segbanan compte plus de 100 000 habitants, 5 arrondissements sur une superficie de 4 700 km². 4 sièges sont prévus pour cette circonscription électorale, dont un exclusivement réservé aux femmes. La 3e circonscription électorale regroupe Bukumbe, Kobli, Materi et Tanguieta. Bukumbe, c'est 111 villages et quartiers de ville. Kobli est une commune d'environ 852 km² et composée de 4 arrondissements répartis en 36 villages et quartiers de ville pour 80 000 habitants. Materi couvre une superficie de 1740 km² découpée en 6 arrondissements pour 55 villages. Et Tanguieta prend en compte 5 arrondissements avec une superficie de plus de 5000 km² et 90 000 habitants estimés en 2020. 4 sièges sont prévus pour cette circonscription électorale, dont un exclusivement réservé aux femmes. Kéru, Kwandé, Natitengu, Wassapeonko et Tukuntuna sont les 5 communes de la 4e circonscription électorale. Kéru, c'est 43 villages et quartiers de ville et plus de 110 000 habitants. Kwandé couvre une superficie de 4 500 km² subdivisée en 6 arrondissements répartis en 51 villages et quartiers de ville. Natitengu, une commune de 3045 km² située au nord-ouest du Bénin, compte 9 arrondissements répartis en 65 villages et quartiers de ville. Wassapeonko compte 3 arrondissements pour 26 villages et quartiers de ville. La commune de Tukuntuna, quant à elle, est découpée en 3 arrondissements pour 30 quartiers de ville et villages. 5 sièges sont prévus pour cette circonscription, dont un exclusivement réservé aux femmes. À la une de l'actualité également, le grand oral budgétaire du gouvernement au Parlement. Les ministres planchent pour défendre leur budget sectoriel de 2023 afin que le Parlement leur en donne quitus d'exécution. Le prochain budget du ministère du Travail et de la fonction publique s'élève à 8 milliards 178 millions de francs CFA. À quoi va servir ce budget? La ministre Adidiatou Matisse a répondu à la question devant la commission des finances de l'Assemblée nationale hier mardi. Firmin Bassao l'a suivi. Le ministère du Travail et de la fonction publique a pour mission la définition, l'élaboration et le suivi-évaluation de la politique de l'État en matière de travail et de la fonction publique, ainsi que le suivi des réformes administratives et institutionnelles. C'est conformément à toutes ces attributions que la ministre Adidiatou Matisse est allée défendre son budget devant la commission. Les crédits prévus au titre de la gestion 2023 pour le ministère du Travail et de la fonction publique se chiffrent à 8 milliards 178 millions de francs CFA contre 7 milliards 288 millions de francs CFA au titre de 2022, soit un accroissement de crédit du budget 2023 de 13,76%. Le portefeuille actif du ministère pour le triennal 2023-2025 comporte 4 projets. Ces projets cadrent avec le choix de la politique économique et sociale du gouvernement. Avec le programme d'action du gouvernement, le programme 2, il y a un certain nombre de réformes, au total 5 pour le ministère du Travail et de la fonction publique et 2 projets donc qui sont prévus. Il y a de nouvelles réformes. Aujourd'hui, lorsqu'on fait le point des cadres, disons africains, qui sont dans les institutions, surtout internationales, il n'y a pas beaucoup de Béninois. Donc, une des ambitions du chef de l'État, c'est de les préparer et de les promouvoir à de hauts postes de responsabilité à l'international, mais aussi à l'interne. Le budget du ministère vise la réalisation des objectifs d'une croissance économique accélérée et la construction d'une administration de développement.
À présent, le projet de budget 2023 de l'industrie et du commerce devant les députés. L'année 2023 sera consacrée au maintien de la dynamique en cours. Pour cela, il faudra un budget de 7 milliards de francs CFA. La ministre Shadia Assouman était face à la commission des finances du Parlement pour défendre son budget. Firmin Bassao. Le budget que la ministre du Commerce et de l'Industrie est allée solliciter auprès de la représentation nationale est d'un montant de 7 milliards 983 000. Un budget qui permet au ministre de poursuivre ses missions autour de 2 axes. Le premier, c'est la promotion de la consommation locale des produits made in Bénin. Et le second, c'est le développement industriel suivant les normes de qualité pour accroître l'exportation. La transformation structurelle de l'économie dans laquelle le gouvernement de Patrice Talon s'est engagé depuis quelques années et réaffirmé dans le PAG2 place les secteurs de l'industrie et du commerce en bonne place. La zone industrielle de Glodjibé en est une illustration parfaite. La zone économique spéciale de Glodjibé permettra de pouvoir éviter que le Bénin continue d'être à l'instar de la plupart des pays africains, donc les fournisseurs de produits bruts. Donc à partir de 2024, notre ambition est donc d'interdire l'exportation des produits bruts et donc vraiment d'accélérer l'industrialisation donc, à travers donc, la zone économique spéciale de Glodjibé qui abrite déjà donc, ces grandes industries de transformation et qui continuera d'accueillir de la main-d'œuvre, non seulement de qualifier, mais également donc, des grandes entreprises qui font confiance au Bénin à travers donc, le climat des affaires amélioré et de très très bon niveau reconnu sur le plan international aujourd'hui que nous vendons et qui permettront donc d'avoir ces industries-là créatrices de richesses et d'emplois. La mise en place des infrastructures marchandes transfrontalières, un autre projet phare qui a séduit les députés. Passons au secteur de la gouvernance locale. La réforme structurelle de la décentralisation entamée depuis 1 an sera poursuivie avec efficacité en 2023. C'est la promesse du ministre de la décentralisation de la gouvernance locale face à la commission des finances de l'Assemblée. Firmin Bassao. Pour l'année 2023, le ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale a prévu des ressources dans son budget pour financer les priorités du secteur, dont la plus importante est la mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. Cette réforme a amené le gouvernement à prendre en charge des compléments de rémunération pour les élus communaux et également pour le personnel technique, disons, affecté à la bonne gestion des communes. Tout cela a généré des coûts. Et c'est tout ça qui a fait que le budget du ministère a été augmenté d'environ 15 milliards. Les parlementaires connaissent le bien fondé de la réforme. Ils ont apprécié le chemin parcouru. Certes, ils ont fait quelques observations quant à la coexistence entre les élus et les techniques qui ont pris fonction actuellement dans les communes. La mise à disposition des préfectures des ressources pour assurer au mieux leur mission d'assistance conseil aux communes reste un autre défi. Après plus de 20 années de pratique de la décentralisation, il est important aujourd'hui que nous trouvions l'alchimie pour que le développement de nos communes à travers les potentialités, la valorisation des potentialités de nos communes, que cela soit fait et que le développement vraiment soit effectif. Il est alloué au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale au titre de la gestion 2023 un budget de 63 milliards contre 48 milliards en 2022. Satisfaction des députés sur l'orientation du budget qui leur a été proposé par le ministre d'État chargé du développement de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchane, est allé en effet défendre hier mardi le budget de son département. C'est promis, on fera le point dans nos prochaines éditions avec Firmin Bassao. Pour l'heure, moi je vous donne rendez-vous. L'heure est au Mondial de Qatar, vous le savez très bien, et sur la télévision nationale, on vous donne rendez-vous précisément à 21h sur l'émission Destination Qatar. D'ici là, je vous remercie pour votre fidélité. Merci à toutes les équipes qui ont contribué à la livraison de ce journal. Bonsoir chez vous.